Bonjour. Merci beaucoup au réseau des INSPE donc de m'avoir invité. Merci à l'Institut du monde arabe de nous accueillir, etc. Je ne vais pas redoubler les remerciements, mais effectivement, je les dois quand même à un certain nombre de personnes qui m'ont contacté. Et je vous remercie évidemment vous-même d'accepter d'écouter quelques propositions autour du thème à partir duquel nous nous sommes accordés, à savoir art et citoyenneté, qui est une des amorces possibles du contexte général dans lequel vous allez travailler, c'est-à-dire la question de l'art et de l'éducation, de l'art et de la culture, etc. Donc je vais essayer de brosser quelque chose autour de tout cela. Alors je précise d'emblée aussi que je vais un peu modifier l'intitulé, ou du moins je vais au cours de mon exposé finir par le retourner, c'est-à-dire que je vais bien partir de art et citoyenneté, mais je voudrais aboutir à citoyenneté et art, de telle sorte que j'ai dressé le panorama le plus large possible des questions qui pourraient se poser à l'intérieur de ce cadre. Et en même temps, j'ai sous-titré excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait calé. J'ai sous-titré l'ensemble donc ou de la configuration des formes d'exercice esthétique, ce qui est juste un indicateur pour vous, qui signifie la chose suivante, que je vais parler donc d'éducation, de formation, d'efforts esthétiques, etc. En un mot, je me situe du côté des récepteurs et pas du tout du côté des artistes et des créateurs. C'est pour moi un autre problème. Je passe mon temps à travailler avec des artistes, mais je pense que sur ce plan-là, c'est aux artistes à parler avant moi, tandis que sur le thème art et citoyenneté, on est en plein dans un fil conducteur philosophique, donc je reste dans ma discipline et dans mon thème. Autre chose strictement technique, je ne conçois pas de parler de la question des arts ou des arts, peu importe les détails pour l'instant, sans que ce soit appuyé par un certain nombre de visuels. Donc je vais au cours de l'exposé, vous présenter un certain nombre d'œuvres qui posent deux problèmes, mais vous le savez, donc je n'insiste pas. Le premier, c'est que ce ne sont que des visuels d'œuvres et pas les œuvres, donc on fait très très attention. Vous n'avez ni les dimensions, ni la patte, ni le etc. Enfin, 1000 choses qui sont constitutives des œuvres d'art. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, et j'en suis désolé, je n'ai pas réussi à avoir une parité dans les œuvres choisies, parce que voilà, c'est pas parce qu'on traite d'un thème que nécessairement on tombe sur une parité quelconque. Il y a parfois des obstacles. Donc vous aurez plus d'artistes hommes que d'artistes femmes, voilà, mais j'ai essayé d'équilibrer au maximum. Bon, peu importe. En ce qui me concerne, je ne vais pas recommencer puisque vous avez dit l'essentiel, donc je vais passer là-dessus, sauf à retenir une chose, je ne conçois pas la philosophie sans rapport à l'altérité, et mon altérité à moi, puisqu'il faut faire des choix, on ne peut pas travailler sur tout, c'est plutôt les arts, les sciences et l'espace public. Voilà, donc j'aurais pu choisir au cours de mon travail d'autres éléments, mais bon, ce sont ceux que j'ai conservés, d'où effectivement ce que vous avez annoncé, à savoir d'une part l'avant-dernier ouvrage, Circumnavigation dans l'art public à l'ère démocratique, qui concerne directement, c'est pour ça que je l'ai choisi, qui concerne directement l'éducation artistique et culturelle, parce qu'on est en plein dans cette affaire-là. Mon idée, au travers de tout l'ouvrage, c'est de montrer que l'art que l'on rencontre dans la rue, art public ou art et ville ou art et etc., je ne détaille pas, est un excellent moteur d'un type d'éducation artistique et culturelle à côté duquel on passe sans jamais le relever, alors que c'est extrêmement simple en sortant ou en bénéficiant tout simplement de la trajectoire des élèves et autres étudiants dans la rue. Et ben on peut relever qu'il y a des œuvres et que ces œuvres posent un certain nombre de problèmes et qu'on peut étudier ces œuvres. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est juste une affaire de parcours, et c'est le moment où chacun peut se transformer de passant indifférent, parce qu'on passe très très souvent de façon indifférente devant les œuvres. Ce n'est pas un reproche, voilà, c'est simplement un constat, mais parfois on peut s'arrêter et devenir spectateur de l'œuvre et travailler un certain nombre de choses autour de l'œuvre. Voilà. Et puis vous avez cité le dernier absolu, il a un mois d'existence, sur l'écrit dans les arts plastiques, qui est aussi un autre moteur de problèmes d'éducation artistique et culturelle, cette fois plus largement encore lié à l'espace public et à la manière dont on traite la question du cri, c'est-à-dire finalement qu'on l'ignore absolument.
ou en tout cas qu'on essaye d'y être indifférent, ou on essaye de ne pas entendre les cris, parce que c'est extrêmement gênant de se mettre à travailler sur les cris et à ce qu'ils pourraient représenter. Bon, ceci étant dit le plus rapidement possible, pour en venir maintenant au contenu de mon intervention autour du thème donc art et citoyenneté, je n'ai pas vraiment l'intention de vous présenter des clés, pas plus que je n'ai l'intention de vous faire un catalogue de ce que les philosophes ont dit sur ce mode-là, et ce qui donnerait un exposé du genre Jürgen Habermas a dit ceci, Gilles Deleuze a dit cela, Lyotard a dit autre chose, etc. etc. Mais bon, on pourrait le faire, je n'ai pas choisi ça parce que ce qui m'intéressait plus, c'était justement de travailler sur le vecteur imposé par l'intitulé et la manière de le renverser. Donc, une manière de passer, si vous voulez, de art et citoyenneté à citoyenneté et art. Cela signifie que je vais d'abord interroger la fonction et la position des spectatrices et des spectateurs de l'art rapporté à l'œuvre. Voilà, parce que le problème fondamental, c'est que très souvent on parle du spectateur ou des spectateurs, peu importe, et des spectatrices, mais en absence d'œuvre. Or, ça n'a strictement aucun sens, parce que quand on n'est pas devant une œuvre, on n'est pas spectateur, et quand on est en revanche devant une œuvre, eh bien, il se passe tout un travail, tout un effort, ce que j'ai appelé un effort esthétique tout à l'heure, au nom de l'expression de Walter Benjamin, par exemple, mais enfin, je vais vous citer un certain nombre de noms qui sont juste des passages et pas du tout des moments d'arrêt. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la notion de rapport, et je trouve que ce visuel, cette photo, c'est une photographie de Henri Cartier-Bresson au Louvre, montre très très bien ce qui peut se passer, en tout cas qu'il se passe quelque chose, puisque ici les spectatrices et spectateurs sont en quelque sorte le moment même de l'extériorisation de l'œuvre en sculpture, car cela dessine, bon, enfin, je ne vais pas vous faire des analyses d'œuvres puisque vous allez en parler, je laisse tomber. Et je voudrais le renverser, évidemment, pour parler de l'autre rapport, c'est-à-dire le rapport citoyenneté et art, ou tout du moins montrer qu'il est possible, non pas de passer de l'un à l'autre directement, mais qu'il est possible de jouer en parallèle l'un par rapport à l'autre. Et c'est, me semble-t-il, infiniment plus subtil que de croire ou d'induire un certain nombre de choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. L'idée, c'est donc d'organiser, si vous voulez, avec vous, une sorte d'exercice d'assouplissement de l'esprit autour de cette expression art et citoyenneté que je renverse en citoyenneté et art, en construisant des problématiques, en construisant des entrées, en les multipliant même, quitte à vous perdre. Je pense que ça n'a aucune importance, puisque dans une instance de formation, ce qui est extrêmement agréable, c'est de sortir en se disant il y a tellement de choses qu'il va falloir que je me mette sous ce travail, ce qui est la moindre des choses quand ensuite on est destiné à enseigner ou à être lié à un public, disons. D'autre part, je n'ai pas l'intention de choisir, et voilà, alors là je rentre vraiment dans la matière, je n'ai pas non plus l'intention de choisir vos propres pistes dans la gamme possible des entrées dans ce sujet-là. Donc je vais vous en présenter d'abord un certain nombre. Vous savez qu'en général, on traite ce rapport art et citoyenneté au travers de mots assez curieux. Si vous prenez les dictionnaires, ça ne correspond à rien. Enfin bon, on dit qu'il y a influence, on dit qu'il peut y avoir impact, ou d'autres vous disent mais non, il n'y a pas d'impact. Les troisièmes vous disent il faut refuser tout impact. Les quatrièmes vous disent il faut résister à l'impact d'eux, etc. Tout ce vocabulaire-là, il faudrait quand même, je pense, le mettre sur la table et essayer de le réfléchir, d'analyser les termes qu'on utilise et d'analyser ce qu'on veut dire au travers des termes qu'on a utilisés. Alors, cette gamme que je vous présente, peut-être en simplifiant un peu, mais ça vous donnera des orientations, cette gamme peut se concrétiser ou se diversifier, en tout cas, autour de 6 modèles principaux. Premier modèle principal, on traite en général ce rapport art et citoyenneté sous le mode d'une évidence pseudo-historique. Alors, ça donne des discours sur « ça a toujours eu lieu », les Grecs, les Romains, le Moyen-Âge, enfin, on vous fait en 2 minutes et demie un panorama historique faux, parce qu'en 2 minutes et demie, ça ne peut pas être vrai, et ensuite, on vous dit à peu près n'importe quoi, car je vous rappelle qu'on n'a pas de citoyenneté quand on est Néron, par exemple, qu'on veut un feu d'artifice et qu'on met le feu à Rome. C'est une très belle œuvre d'art,
mais j'ai des doutes sur le rapport entre art et citoyenneté dans ce cas-là. Les Grecs, j'en parle pas, je suis un peu spécialisé sur les Grecs, je ne sais pas trop ce qu'on dit à propos des Grecs, mais en tout cas des choses qui n'ont rien à voir avec les Grecs. Donc on renvoie souvent à une évidence pseudo-historique complètement fausse et qu'il faudrait essayer de refuser. Deuxième élément de cette gamme, on renvoie souvent à une nécessité dogmatique. Alors ça, c'est le mode il faut. Alors c'est le il faut qu'on devrait interroger. Il faut que l'art fabrique des citoyennes et des citoyens, ce qui revient finalement à mettre l'art au service d'une cause. Voilà, le problème, c'est le il faut, et ça, c'est le discours des politiques, des municipalités. Là, je passe mon temps devant des personnels municipaux. C'est il faut de l'art. Voilà, c'est comme le marché. Bon. Pour faire un pot-au-feu, il faut voilà, on ajoute. Bon, la troisième possibilité, c'est de renvoyer à une vertu républicaine, sous le modèle, par exemple, de la Troisième République. Je passe sur les noms des philosophes, Charles Renouvier, un certain nombre d'autres, Félix Ravesson, Victor Cousin, tous ceux-là qui ont, à juste titre par rapport à leur époque, mais qui nous posent à nous un certain nombre de problèmes, développer le slogan « Pour avoir de bons citoyens, il faut une bonne éducation, et en l'occurrence une bonne éducation esthétique ». Bon, c'est la Troisième République, ça, dans son contexte à elle, c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que l'élément qui ensuite justifie cet ensemble, c'est l'idée selon laquelle seul vaut, en matière esthétique, ce que nous leur présentons à cet égard. Donc on a un effet d'imposition, évidemment, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est hautement problématique. Ensuite, la possibilité de le traiter sous mode d'une requête des avant-gardes, cette fois. Les avant-gardes, pensez à Bertolt Brecht, pensez à Théodore Adorno, pensez à un certain nombre d'autres. Donc c'est l'idée que l'éducation esthétique, artistique ne peut jamais être faite une fois pour toutes. Il faut sans cesse la refaire, et en particulier lorsqu'on se trouve confronté aux avant-gardes, qu'on ne peut pas juger avec les critères de l'ancien art. Voilà, ce qui est évidemment un problème. Vous savez que c'est le déclencheur de fameux discours sur l'art c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait ça dénonce celui qui le dit, mais absolument pas l'œuvre devant laquelle on se trouve. Voilà. Bon, donc c'est des problèmes qui tiennent à tout ça. Alors là, en revanche, par différence avec le slogan précédent, l'idée ce serait « rien ne vaut de ce qu'on nous impose », mais en réalité, seule l'œuvre d'art peut poser sa propre règle. Voilà, ce que vous retrouvez comme point de départ historique. Alors je me trompe peut-être parce que je ne suis jamais à 10 ans près, mais je pense que le meilleur référence, c'est Wagner, les maîtres chanteurs de Nuremberg, le moment où effectivement le chanteur qui va déclasser l'ensemble de la musique demande « mais quelle est la règle ?» Et le personnage central lui répond « mais il n'y a pas de règle, seule l'œuvre d'art est sa propre règle ». Voilà, ça commence là, et à partir de là, s'ouvre tout un champ moderne. Vous pouvez avoir là, dans cette gamme donc, la question de la mutation postmoderne, bien sûr, telle qu'elle est en cours aujourd'hui, telle que l'a développée un Gianni Vattimo, par exemple. Cela consisterait à apprendre que tout se vaut dans le refus finalement de toute hiérarchisation, mais à partir du moment où vous avez abrasé l'ensemble des possibilités, de toutes les façons, d'une part vous annulez les avant-gardes puisqu'il n'y a plus à lutter contre quoi que ce soit, et en même temps vous vous trouvez devant une difficulté qui est celle de la citoyenneté sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, le dernier élément de cette gamme, donc vous voyez, vous avez le choix, et moi je ne vais pas choisir pour vous, mais je vais au contraire retravailler cet ensemble pour essayer de multiplier les difficultés. Vous pouvez renvoyer le rapport art et citoyenneté à une conquête de type émancipatrice, cette fois, dans un parallèle, et je tiens à l'idée de parallèle, j'y reviendrai, entre éducation esthétique, confrontation aux œuvres et ouverture aux politiques. Mais je ne dis pas déboucher sur la politique. Je dis ouverture aux politiques, ce n'est pas tout à fait pareil. J'aurai à le repréciser tout à l'heure. Vous y retrouvez des gens comme très subtil Marielle Massé, dont un ouvrage antérieur vient d'être republié cette semaine, ou Jacques Rancière, bien sûr, ou bien d'autres, mais je ne veux pas faire de listing. Donc 6 modèles principaux, j'insiste, ce ne sont jamais des répertoires complets, 6 modèles principaux entre lesquels ce n'est évidemment pas à moi de choisir, mais c'est à vous de choisir. Alors, néanmoins, s'il faut éclairer ma position par rapport à tout cela, parce que ça conditionne évidemment l'ensemble de ce que vous allez entendre, voici ce que je veux montrer, moi, et ce que je peux montrer, en commençant par le vecteur art et citoyenneté, pour déboucher sur le vecteur citoyenneté et art. Ma position, donc, ce serait celle-ci.
Ce n'est pas l'œuvre d'art qui, en tant que telle, fait une citoyenne ou un citoyen. Ça n'a pour moi aucun sens, je montrerai pourquoi. Cette visée procède d'une conception parfaitement mécanique du rapport entre l'œuvre et le spectateur. Comme si, parce qu'on présente telle œuvre au spectateur, il devrait, donc tout d'un coup, ceci et cela, je vais vous le montrer avec les œuvres politiques tout à l'heure, parce que je vais revenir tout de suite au visuel. En ce qui me concerne, donc, l'unité réelle, l'unité minima, en l'occurrence, en art d'exposition, et je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, de type occidental, et je restreins au type occidental ici dans mes visuels, parce que je sais qu'en dessous, vous avez un musée de l'art qu'il faut absolument fréquenter et que vous devez fréquenter avec les critères qui sont les siens, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, moi, je vous présente un des volets, mais le deuxième est en dessous, très concrètement, le troisième, etc. Enfin bon, vous faites le tour du monde des musées. Donc, de type occidental, de laquelle nous devons partir pour analyser le thème proposé. Ce n'est donc, cette unité, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas le spectateur, mais c'est leur rapport. En voilà un exemple. Et c'est une œuvre d'art sur ce sujet-là. Voilà, je ne vous présente pas des œuvres d'art que j'ai montées pour le plaisir de faire quelque chose. Je choisis des artistes qui ont traité le problème que je suis en train d'énoncer philosophiquement, mais qui l'ont traité, eux, dans leur pratique artistique, ici. Louis Beyroux, donc le Carré du Louvre, pardon, fin 19e siècle, où vous voyez bien que le monsieur au centre avec sa canne vise un tableau. C'est là qu'il est spectateur, pas ailleurs, etc. Au passage, pour l'humour, si on veut, vous constaterez aussi que les femmes sont éminemment maltraitées parce qu'en quelque sorte, elles font tapisserie au fond du tableau. Bon, c'est le rapport donc œuvre-spectateur qui fait à la fois l'œuvre et le spectateur. Sinon, rien ne se passe, sinon rien ne se déclenche autour de cette affaire. C'est ce rapport qui fait entrer en scène la signification collective des énoncés qu'on appelle finalement des jugements. C'est beau, c'est nul, c'est sublime, et puis vous prenez le vocabulaire des gamins aujourd'hui, je passe. Et qui constitue une matière finalement à rencontre et à conversation. Et c'est peut-être là que je vais relier ou mettre en parallèle avec la question politique, mais certainement pas de façon immédiate et directe. C'est ce statut, ces énoncés concernent finalement le statut fait à l'œuvre et indissociablement le rapport entre les uns et les autres, entre nous, nos accords, nos désaccords, nos violences, nos refus, nos injures, etc. Tout ce qu'on peut trouver autour des œuvres d'art. Et Dieu sait que si vous prenez un magnétophone et que vous le branchez au moment où des personnes deviennent spectatrices ou spectateurs, vous entendez énormément de choses. C'est un statut qui nous fait faire corps. Voilà, et je vais peut-être trouver là la ressource d'un parallèle avec la citoyenneté, avec l'ensemble de la société, avec sa culture, avec ses langues, fût-ce au demeurant dans le dissensus. Mais vous avez tous plus ou moins fait l'expérience de vous trouver dans un musée de langue étrangère, mais je ne parle pas européen, c'est trop facile, mais de langue vraiment complètement étrangère à notre espace culturel, le Japon, la Chine, tout ce que vous voulez, etc., là où vous ne comprenez rien, là ça devient intéressant. Là, il se passe quelque chose, là, vous êtes obligé de vous interroger, là, vous êtes obligé de sortir de vous-même, là, vous êtes obligé de construire quelque chose, y compris dans l'accord ou le désaccord. Ce sont donc des jugements discutés qui ouvrent des perspectives sur la citoyenneté, voilà, qui ouvrent des perspectives sur, mais qui ne sont pas la politique elle-même. Dans la double mesure où, premier aspect, la spectatorialité est donc, pour moi, un exercice. Alors, je passe parce que vous l'avez sous les yeux, je vous ai donné les références étymologiques et autres. Ce n'est pas expérience. Je ne comprends pas pourquoi mes collègues utilisent toujours la notion d'expérience à propos de l'œuvre d'art. Il y a des expériences scientifiques, il y a des expériences, etc. Ça a un statut très particulier dans le domaine de l'art. On est ailleurs. On est dans l'exercice, en l'occurrence, un exercice créatif malgré tout ce que j'entends autour de moi sur le mode, c'est très fréquent chez les médiateurs culturels, le public est passif, ils ne sont jamais passifs. Ils sont jamais passifs. Quand on dit qu'ils sont passifs, c'est qu'on est incapable de reconnaître ce qui se passe dans la tête des autres. Et ça devient extrêmement grave. C'est le moment donc de l'épreuve des œuvres qui fabriquent des êtres actifs, des êtres ouverts sur les autres, des êtres ouverts sur le monde, ouverts sur la cité, et qui, par la parole,
font de cette épreuve finalement le dessin d'une sphère publique esthétique. Je n'ai pas encore dit la politique, on va venir après. Une sphère publique esthétique. On discute de ce qu'on a vu, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne comprend pas. Et en plus, j'y reviendrai tout à l'heure, il faut tenir compte aussi du problème de la répétition. C'est en quelque sorte, si vous voulez, pour prendre le vocabulaire de Hannah Arendt, une sphère pré-politique. Mais elle est pré-politique. On n'est pas dans le politique, on ne va pas directement. Alors ça, c'est le vecteur art et citoyenneté. Mais l'autre vecteur, donc, c'est dans la mesure où la formation à la spectatorialité, cette fois, et je sors de mon affaire, puisque je vais rentrer dans les institutions qui forment, voilà, et là, je vais renverser ma perspective, la formation à la spectatorialité, donc, peut en parallèle à la fois imposer des institutions, d'accord, permettre d'étendre des réflexions, des attitudes, des interrogations, et les étendre, pourquoi pas, et les convertir en un registre politique, à savoir pourquoi on nous montre ça, pourquoi telle institution existe, qu'est-ce qu'on veut faire des citoyennes et des citoyens, comment il fonctionne la parole, et est-ce que la parole est plurielle ou seulement singulière, est-ce qu'elle est imposée ou est-ce qu'elle est discutée et discutable. Voilà, et là j'aboutis à mon deuxième vecteur, c'est-à-dire le rapport entre citoyenneté et art. Ou pour le dire autrement, et puis je vais avancer dans mon propos, pour le dire autrement, la spectatorialité, c'est l'exercice par lequel le rapport aux œuvres nous met constamment à l'épreuve et devant les épreuves les plus vives. Voilà, pour voir un Felice Varini, eh bien, il faut apprendre à se déplacer. Voilà, on est dans un problème d'anamorphose, il faut cheminer, il faut accepter de faire des kilomètres, enfin bon, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait des kilomètres, mais il faut marcher, il faut comprendre que les pieds sont fondamentaux pour l'art. J'en appelle tout bêtement à Diderot, qui dit « Moi, mon seul problème quand je vais voir les œuvres d'art, c'est mes pieds. » Et il a raison. Il a raison, réfléchissez à l'affaire, il a parfaitement raison, bon, si vous développez l'affaire. L'épreuve en même temps de nouvelles compréhensions à forger, l'épreuve de mettre en question nos catégories. Voilà, quand vous allez descendre dans la partie musée des œuvres dites arabes ou islamiques, vous allez être obligé de changer voilà, les catégories à partir desquelles vous pouvez percevoir les choses. Bon, des épreuves radicales sur lesquelles je passe et dans lesquelles on reconnaît ce problème que j'ai essayé d'énoncer simplement au travers de la formule de Hannah Arendt, à savoir le passage ensuite du pré-politique au politique. C'est ça que je vais traiter maintenant. Surtout que nous sommes dans un contexte dans lequel ces questions se posent un peu violemment, dans la mesure où les angoisses qui traversent la société, alors je ne vais pas vous parler de la guerre, etc., la télé c'est autre chose, les angoisses qui traversent la société aujourd'hui, c'est d'abord des angoisses par exemple d'identité, sur lesquelles ironise Orlan, c'est les angoisses autour du passé, du patrimoine, etc. Ça, c'est Julien Prévieux avec son fameux... c'est une œuvre, en l'occurrence, donc qui interroge les spectateurs, ou encore l'art, voilà, l'espèce de marronnier annuel des revues philosophico-esthétiques. L'art doit-il réconcilier quoi, on ne sait pas trop pourquoi. Faut-il favoriser l'harmonique et l'harmonie? Enfin, en principe, on a quitté le cosmos grec, donc l'harmonie, ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Ou la version sens commun à la Luc Ferry, vous connaissez les avatars suivants de ses développements à lui. Ou le fameux slogan, parce que c'est un slogan, l'art adoucit les mœurs, en caricature ici d'un artiste. En un mot, par ces stéréotypes, finalement, on donne des réponses toutes faites à des problèmes qui ne sont même pas posés. Et maintenant, je voudrais essayer de les poser, et je vous propose une démarche qui est la suivante, de commencer par une sorte de propédeutique assez rapide de ces équations art et citoyenneté et art, dans le but, si vous voulez, d'abord de rappeler qu'aucune évidence ne doit nous conduire dans une réflexion quelconque. Voilà, il faut construire un certain nombre de choses, les construire, les reconstruire, les discuter, les reprendre, etc. C'est un cheminement infini. Et dans une deuxième partie, je voudrais m'intéresser aux exercices spectatoriaux de l'art contemporain, compris spectacle vivant, si vous voulez. Enfin, je peux étendre mes catégories, c'est juste, il faut que ça tienne sur les visuels. En troisième point, faire un petit tour autour de art, culture d'un côté et citoyenneté et démocratie de l'autre, puisque
Ces deux mots, en tout cas les deux derniers, citoyenneté et démocratie, comme vous le savez, sont très courants dans le monde entier, alors que en fait, ça n'a aucun sens dans un certain nombre de contextes. Et enfin, je terminerai par mon renversement, donc la citoyenneté comme milieu de l'efficace de l'art, et donc sur les positions que nous avons à prendre comme citoyennes et comme citoyens par rapport au domaine que nous sommes en train d'explorer, que nous allons explorer, que vous allez explorer pendant 2 jours et demi. Premier point donc, une sorte de propédeutique un peu rapide au thème proposé qui, encore une fois, essaye de rappeler que rien n'est donné. Il faut tout réétudier, il faut tout reprendre, il faut reprendre les mots sans cesse, il faut reprendre les œuvres, il faut retravailler cette affaire. Alors, il y a plusieurs raisons à l'idée de nous lancer dans cette sorte d'exercice d'assouplissement de l'esprit. La première, c'est devant de tels termes en général, citoyenneté, j'enlève la conjonction de coordination, devant de tels termes, on cherche toujours une essence des mots. Alors, on va dans le dictionnaire du ceci, donc après, c'est l'enfer dans un cours. Tout est bloqué, puisque si vous ne ralliez pas à la définition du dictionnaire, eh ben, il n'y a plus de discussion possible. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'essence des choses. On n'est pas dans des philosophies spiritualistes, idéalistes et autres, et que prendre l'art à bras le corps, c'est aussi se sentir déstabilisé en permanence par le travail des artistes qui remettent en jeu nos catégories. Et c'est mon deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est que aujourd'hui, la catégorie art est devenue, comme le dit Rosalind Krauss, est devenue une toute autre catégorie, la catégorie d'art élargie, dans la mesure où, remarque-t-elle, on nomme désormais sculpture, peinture, des objets, des démarches inédits pour des catégories anciennes, et la catégorie d'art est une catégorie ancienne, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit périmée en soi, mais ça veut dire que si vous écoutez le travail des artistes, eh bien, il y a des choses à remettre en cause, et je ne suis pas à une remise en cause près, donc voilà, on fait éclater les choses. Et il s'agit d'un élargissement, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, qui entraîne, comme vous le savez, ces fameuses phrases bizarres, c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi. La preuve en est qu'ils ne font pas n'importe quoi, c'est qu'ils font bien quelque chose. Voilà. Bon, donc il faut peut-être aussi qu'on s'interroge sur la manière dont on utilise les mots. C'est un exercice aussi qui vaut à l'ère où la notion de spectateur est problématique, puisque, comme vous le savez, la plupart des commentateurs aujourd'hui, voire les artistes, utilisent d'autres notions. Alors, regardeur, ça c'est Marcel Duchamp, puis ensuite vous avez le participant, vous avez le viveur, vous avez le récepteur, etc. Donc la catégorie elle-même a éclaté. Et c'est remarquablement intéressant de s'intéresser à cet éclatement de cette catégorie qu'on utilise et que moi je vais utiliser tout au long de mon parcours parce que je ne peux pas prononcer à la fois spectateur, regardeur, viveur, etc. On n'en sortirait pas. Donc, par convention, je prends un seul mot, mais je vous préviens, voilà, tout a éclaté, tout est à reprendre. Vous ne pouvez pas voir un Rémy Zaugg sans penser à sa manière de redéfinir complètement ce qu'on appelle traditionnellement spectateur, en disant maintenant c'est un récepteur, etc., etc. Enfin bon, il faut réanalyser les choses. C'est un exercice encore à l'ère où citoyenneté, bon je vais passer vite, ça c'est plus classique, ne devrait absolument pas être employé comme on l'emploie habituellement, puisque en tant que tel et strictement parlant dans le contexte qui est le nôtre, vous ne pouvez rapporter citoyenneté qu'à la démocratie républicaine et moderne en l'occurrence. Bon, je passe sur toute l'histoire de l'affaire, nonobstant le fait que, contrairement à ce que beaucoup croient aussi, en Europe, les démocraties sont très nombreuses, mais elles ne sont pas toutes républicaines, puisqu'il y a des démocraties à monarchie constitutionnelle, etc. Mais c'est bien des démocraties, et c'est bien d'elles dont je parle. Enfin, dernière chose qui vaut aussi, dans la mesure où on tombe souvent sur des caricatures d'opposition posées en préalable. Donc pour les uns, il y aurait seulement l'art pour l'art et on ne veut entendre parler de rien d'autre. Pour les autres, tout art est politique et on ne veut entendre rien d'autre, etc. C'est le signe même de notre fermeture, de notre clôture, de notre incapacité à élargir, se mouvoir, devenir dynamique, repenser les choses. Ce sont donc les raisons de ce détour, en quelque sorte, pour une problématique rapide et pour l'éclaircissement d'un certain nombre de mots. Le premier, ben, c'est pas grave. Le premier éclaircissement porte cette fois sur le premier ensemble. Donc, je ne parle ici, et en fait, on ne doit pouvoir parler que de l'art d'exposition, c'est-à-dire de l'art qui s'impose à partir de la Renaissance, qui nous a permis d'opérer une relecture des Grecs du Moyen-Âge, etc., mais qu'on a alors soumis à l'idée d'un art
d'exposition. Et je rappelle que, là je ne vais pas développer entièrement, mais que la notion d'art d'exposition ou de musique d'exécution date disons de la Renaissance et autres, et que c'est un emprunt au vocabulaire romain. Et excusez-moi mesdames, ce que je vais dire c'est abominable, mais c'est comme ça. À Rome, dans l'Antiquité, lorsque vous, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de contraception, etc., quand vous estimez que vous avez trop d'enfants et que parmi ces enfants, en plus, il y a des filles, je suis désolé, vous allez sur le forum, vous prenez la fille, vous dites qui veut. Et ça s'appelle exposer. Et qu'est-ce que ça veut dire exposer? C'est poser, ex, hors de soi. Voilà, c'est plus à moi. Donc l'art d'exposition, c'est je mets une œuvre peut-être en public, je l'expose, elle n'est plus à moi. Maintenant, elle est livrée à l'ensemble de ce qu'on appelle un public, c'est-à-dire qu'elle se constitue en adresse indéterminée à n'importe qui. Voilà. Et tout le travail, notamment des philosophes du XVIIIe, a consisté à relire les œuvres antérieures pour les soumettre au canevas de l'art d'exposition. Je fais appel à ce très beau texte de Goethe, par exemple, qui, devant la cathédrale de Strasbourg, fait un examen complet de la cathédrale, mais un examen strictement esthétique, strictement plastique. Il se moque éperdument de savoir ce qu'on fait dans ce bâtiment. Il se moque éperdument de savoir si c'est religieux ou pas religieux. Son seul problème, c'est de soumettre la cathédrale, qui est donc en principe quand même un monument religieux, à toute autre chose. Et d'ailleurs, il ne parle pas du tout de l'intérieur, ce n'est pas du tout son problème. Puis en plus, il est protestant, donc ce n'est pas du tout son affaire. Donc voilà, il faut relire sans cesse un certain nombre de choses. Donc, pour avancer dans l'affaire, c'est là qu'intervient le fameux rapport dont je parlais, le rapport dans lequel se jouent de nombreuses activités, en l'occurrence la curiosité du regard, la défaite des certitudes, le déplacement des angles d'approche, voilà. Et ce qui est très très intéressant dans le Goethe dont je vous parlais à l'instant, c'est qu'il passe son temps à faire le tour de la cathédrale. On n'est plus devant, etc. Il faut faire le tour. Autrement dit, vous ne pouvez pas jouer du visuel sans jouer en même temps de vos pieds, donc du haptique d'une certaine façon. Voilà. Et c'est toutes ces tensions-là qui m'intéressent dans le rapport ici à l'art. Bon, c'est évidemment encore plus sensible dans l'art contemporain. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en l'occurrence, c'est absolument décisif. D'où une dernière chose. Bien sûr, je ne nie pas qu'il existe un art politique. Voilà. Mais la question de savoir si art politique rentre dans cette catégorie art et citoyenneté et si l'effet est immédiat. Alors, ils le prétendent. Je vous montre quelques œuvres qui le prétendent. Donc, Jochen Gertz, en l'occurrence. Alors, pour que vous compreniez bien, il faut que vous ayez la photo suivante en tête. Donc, ça, c'est sous le nazisme, donc la place centrale de Graz, si vous voulez, qui avait été transformée. Et donc, en 2010, Jochen Gertz revient en Autriche, revient avec cette affaire, modifie la couleur, etc., met un certain nombre d'éléments, mais interroge fondamentalement et politiquement, ça c'est incontestable, les citoyennes et les citoyens autrichiens, nous, pourquoi pas aussi par visuel interposé. Vous avez la version Beuys, par exemple, à Cassel, les 7000 chaînes et les pierres de basalte qui ont été déposées par lui. Ce n'est pas le meilleur visuel, mais mes visuels sont dans une dispersion colossale, donc je pense que je peux. Version Merle-Laderman-Uclès, donc une œuvre à laquelle moi j'ai participé en l'occurrence et qui consistait à montrer, ça c'est une œuvre directement politique, qui consistait à rendre visible le personnel invisible de la municipalité de Givors. Voilà. Donc vous y reconnaissez le camion poubelle, etc., etc. Et donc c'était l'organisation d'un ballet sur les bords du Rhône, où vous avez une autre possibilité, Annette Messager, donc une œuvre relativement récente. J'ai peut-être pas besoin de vous faire le commentaire général, qui au demeurant n'est pas un commentaire artistique, ça ce n'est pas mon rayon, mais c'est assez facile à faire quand même. Bon, alors de telles œuvres, je ne nie pas qu'elles existent, il y en a un certain nombre, etc. Elles prétendent provoquer immédiatement des effets. Reste que moi je ne suis pas persuadé que cette immédiateté
citoyenneté existe et je ne suis pas sûr que les citoyennes et citoyens autrichiens sortent éminemment convertis à la démocratie simplement par le geste de Geertz. Je ne sais pas si on se précipite sur l'affaire des migrants grâce à Net Messager. Voilà, j'en suis pas sûr, j'ai des doutes, je serai certainement plus nuancé, mais en tout cas, je veux bien croire que finalement, l'œuvre, qu'elle soit politique ou non, a bien quelque part un rapport à la cité. Ça, oui, un rapport à la cité, c'est peut-être un peu autre chose. Un rapport qui met en jeu notre immédiateté aussi, qui met en jeu nos réactions. Le deuxième élément que je voulais soulever dans cet exercice rapide, en l'occurrence, mais là je vais abréger, c'est le problème de la conjonction de coordination dans l'expression qu'on s'est donnée, qui m'est revenue à charge, en l'occurrence, donc art et citoyenneté. Alors, je suppose que maintenant vous avez compris qu'on ne peut rapporter deux éléments qu'à partir du moment où ils sont apparentés au moins quelque part. Enfin, vous ne faites pas une soupe avec un caillou et un œuf, ça n'a pas de sens, c'est pas apparenté, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'il y ait un apparentement quelque part, qu'il y ait un tissage déjà qui rende possible l'effectivité de la conjonction de coordination. Mais cette conjonction de coordination m'intéresse parce que si on s'y exerce, elle assouplit très très nettement l'esprit, et comme je ne peux pas tout développer, je vous renvoie tout simplement par un très bel exercice à Claude Lévi-Strauss dans l'anthropologie structurale, dans le passage dans lequel il pose le problème langage et culture. Et alors, ce n'est pas la question langage, ce n'est pas la question culture, c'est la question du et il développe son affaire autour du et. Et si vous voulez contredire Lévi-Strauss, je vous renvoie, parce que moi je vais passer, j'ai peur de déborder complètement le temps qui m'est imparti, je vous renvoie à Gilles Deleuze lorsqu'il reprend la question de la conjonction de coordination et dans la littérature américaine, qui évidemment ne fonctionne pas du tout de la même manière que dans la littérature française. Et donc il joue l'une contre l'autre, finalement, la position de Lévi-Strauss, qui consiste, pour aller très très vite, à montrer comment l'un par rapport à l'autre, donc lui c'est langage et culture, ils sont produits d'eux, ils sont partis d'eux, ils sont conditions diachroniques, conditions synchroniques, etc. Donc il développe toute son affaire, et Deleuze lui répond en disant mais non, c'est pas ça, le et a au contraire une capacité à défaire, à dénouer, à déplacer, pour reprendre son vocabulaire, à déterritorialiser les choses. Bon. Ce qui est intéressant finalement, c'est la défaite qui est imposée à tous les dualismes qu'on a en général dans la tête, à savoir ces possibilités, j'en ai énuméré quelques-unes, la liste n'est pas close, soit on fait jouer à la conjonction de coordination de fonctions, de coordination en simple liaison, en exclusion réciproque, en synthèse intrinsèque, en synthèse extérieure ou en domination de l'un par l'autre. Voilà, c'est des possibilités. Là aussi, ce n'est évidemment pas à moi de trancher, ça lance tout votre travail sur 2 jours et demi, c'est plutôt intéressant. Enfin, dernière chose, quelques références historiques. Je rappelle donc, mais très très brièvement, que pour que le problème puisse être traité dans le contexte qui est le nôtre, et je répète 2 étages en dessous, vous avez un autre contexte, il va falloir tout retravailler autrement. Ce qui est intéressant, c'est d'insister sur art d'exposition, je l'ai dit, Rome, etc. Exposer, c'est poser hors de soi. Si on pose hors de soi, c'est que c'est livré aux autres et pas à soi. Ce qui fait que tous les discours sur moi, moi-je, mon moi, machin, etc., n'ont strictement aucun intérêt relativement à l'œuvre d'art. Et là, d'une certaine façon, je fais un grand parallèle avec la politique, mais un parallèle, et je ne dis pas que pour autant on soit citoyen autrement. Ça vaut pour citoyen, évidemment, le rapport entre citoyen et spectateur. Ça vaut pour la question du public, il faudrait la développer complètement. Je rappelle que la notion de public telle que je l'utilise ici, c'est-à-dire public des arts, se construit grosso modo autour du XVIe, XVIIe siècle, et que la notion de public se construit d'abord en politique, et c'est un effet royal, en l'occurrence. Le roi de l'époque, je passe sur les contingences historiques, trouve que la cour est tout à fait, comment dire, que la cour est insupportable parce qu'on y parle tout le temps. Et qui est-ce qui y parle? C'est des gens qui parlent des œuvres d'art, etc. Alors il dit, il y en a marre, donc on va séparer. D'un côté, je garde la cour, et de l'autre, il y a des gens, on va appeler ça un public, et ce sera le public des arts, et celui-là, il faut qu'il aille dans les salons, et qu'il arrête
de se déployer dans la cour. Enfin bon, il y a des tas de jeux historiques extrêmement intéressants sur la notion de public. En l'occurrence, ce que vous retrouvez, c'est pas pour faire de la publicité, mais dans mon ouvrage sur l'invention de la notion de public, vous avez tous les détails. Bon, enfin, pour ce qui est de démocratie, là aussi, il faudrait insister, mais je ne vais pas le faire, vous êtes capable de le faire à ma place. Le mot démocratie, semble-t-il, est le mot le plus utilisé dans le monde aujourd'hui, mais vous n'êtes pas dupe des usages devant lesquels vous trouvez. Alors, je passe à mon deuxième point, les exercices spectatoriels de l'art contemporain. Ce n'est pas du tout pour encenser l'art contemporain, mais ça répond à l'idée de travailler notre propre contemporanéité, parce que je trouve que c'est très important, d'autant plus, vous devez le savoir ou vous y heurtez, que la plupart de nos contemporains confondent contemporanéité et vivant. Alors, quand vous êtes devant l'art vivant, c'est la débandade. Plus personne ne sait de quoi on parle, et de toutes les façons, pour moi, l'art vivant, ce n'est pas l'art contemporain, on est dans des registres absolument différents. Donc, je voudrais quand même essayer de dire deux ou trois choses. J'ai dit, j'englobe une partie de l'art du spectacle vivant, etc. Ça ne me gêne pas du tout. Et je commence par un curieux télescopage qui est dû au fait qu'un certain nombre d'ouvrages sortis là, dans les 15, oui, à peu près 3 dernières semaines, sauf un qui est bien antérieur, passe justement par un phénomène qui est devenu maintenant un phénomène de télévision et sur lequel il m'importe de revenir. J'ai nommé en l'occurrence la question des mains négatives. Et vous me permettrez un instant de poésie. Devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ses mains ouvertes, bleues ou noires, l'homme seul dans la grotte a regardé dans le bruit de la mer, l'immensité des choses, et il a crié. Entre autres, c'est pas pour rien que j'ai repris cette question. C'est du Marguerite Duras. Voilà. Une main donc, plusieurs mains, des mains sur la roche, et une roche, attention, qui prend sens de ses mains, justement. Et c'est là qu'on va retrouver toute mon affaire. Et je ne suis pas étonné que je citais implicitement Marie-Josée Monzin, par exemple, qui reprend cette affaire-là, et puis surtout le dernier, Nicolas Bourriaud, qui vient de sortir, qui s'appelle Planète B, le sublime la crise climatique, qui commence justement par cette question des mains négatives. Si on transpose donc ce geste aux arts, on s'aperçoit qu'il fonde la représentation artistique donc, dans son double statut. Premier statut, la perte de l'objet, voilà, ce n'est plus la nature nue, car sans la main, la roche est sans existence. Et deuxièmement, la perte du sujet qui réussit à se penser justement mortel, c'est-à-dire dans une universalité qui le dépasse complètement, qu'il laisse des traces ou qu'il ne laisse pas de traces. C'est la condition pour que celui qui regarde, en l'occurrence citoyenne ou citoyen, les mains, voit l'autre humain, celui qui a créé l'œuvre, et y reconnaît son semblable, tout autant qu'il se reconnaît lui-même faisant partie de ses semblables. Et là, je vais peut-être faire un parallèle tout à l'heure avec la politique. Tout cela est évidemment retravaillé par l'art contemporain. Voilà, c'est cité chez les deux personnes dont je vous ai parlé, plus Marguerite Duras, etc., plus un certain nombre d'autres. Tout cela est retravaillé par l'art contemporain dans un art qui distancie et déplace, qui pose un problème pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'art d'immersion, sur lequel je ferai une parenthèse tout à l'heure. Il bouleverse en l'occurrence les frontières antérieures de l'art. Voilà, c'est Goldsmith par exemple. J'en ai mis 2. Voilà, toute l'œuvre bouleverse complètement les catégories, qui propose un art sans objet sensible nécessaire, mais plutôt des protocoles. C'est par exemple Thomas Hirschhorn, ici le monument Gramsci, et l'autre c'est le même, le monument Gramsci aussi, au sens d'un art qui hérite du dénouage moderne du triangle classique entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur, bien sûr, d'un art qui ne traite pas l'exposition sous la forme d'un supplément, mais fait de l'exposition, cette fois en un autre sens, l'effectivité de l'art, c'est le problème des performances en l'occurrence, je dis Chicago par exemple, ou plus proche de nous, les Femen, d'un art qui pose l'idée que l'art construit des processus. Voilà, ça c'est Yann Thomas, en l'occurrence, qui performe une de mes conférences pendant que je suis en train de la prononcer. Il fait derrière son œuvre. Donc des processus à effraction ténue dans le réel, de telle sorte qu'il y introduit de la contingence, qu'il exerce son ironie, je vous l'ai montré avec Orlan, à l'égard du réel, en soulignant le mal qu'il y a à réussir les opérations artistiques, la résistance aux propositions faites, etc. etc. Bon, où l'on reconnaît, je crois, le problème et le rapport entre
œuvre et spectateur, et sans ce rapport-là, aucun problème ne peut être vraiment discuté. Ce qui implique que l'énoncé qu'est l'œuvre n'est pas dénotatif ou éthique ou politique, mais il est esthétique, et il faut prendre ce terme au sérieux, et que l'esthétique joue un rôle politique, ce qui ne veut pas dire qu'elle a une incidence politique, que sa réception par le spectateur est indécidable, et heureusement qu'elle est indécidable. C'est évidemment tout le problème que nous pouvons avoir dans l'enseignement à partir du moment où on estime nécessaire d'imposer une norme quelconque ou une norme de lecture de l'œuvre, alors que le sens est évidemment indécidable, sinon Umberto Eco n'aurait jamais réussi à écrire son œuvre. Ce dernier n'est pas seulement un destinataire obligé, le spectateur ou la spectatrice est destiné à être tel ou tel, comme vous voulez, vous choisissez, catholique, orthodoxe, bouddhiste, communiste, nationaliste, révolutionnaire, pas du tout, non. Il ne s'agit pas de ça. On est ailleurs et il faut accepter cet ailleurs. Mais un joueur, voilà ce qu'il est, le spectateur, la spectatrice, un joueur, jouer avec ses catégories, jouer avec son propre esprit, jouer avec des rapports que l'on peut faire entre ci et ça, jouer aussi dans des rapports tout à fait impossibles momentanément, mais c'est bien de se poser des questions impossibles, de telle sorte que, une anecdote en passant, dans une école d'architecture dans laquelle je faisais un cours, je leur ai proposé sur un plan de Paris de supprimer Notre-Dame. Mais c'était avant, etc. Donc, bon, je leur dis, comme exercice, attendez, comme exercice, je leur dis, on supprime Notre-Dame, qu'est-ce que vous proposez? Réponse, ah mais non, mais on ne supprime pas Notre-Dame, c'est affreux. Ça veut dire que même pour faire des exercices, ça ne passe pas. Ça veut dire qu'on n'a plus les souplesses ou quelque chose, il y a un drame quelque part qui fait que non, on se crispe sur je ne sais pas quoi, mon Dieu, patrimoine, je ne sais pas quoi, mais je ne leur ai pas proposé de démolir Notre-Dame. Je vais vous proposer un exercice d'imagination. Qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez, dans Paris, il n'y a pas beaucoup de place, donc vous faites une place et puis vous... Bon, non, c'est impossible. Bon, c'est pas grave, j'ai abandonné. Enfin, que le sens est toujours ouvert. Non, mais il y a des aventures d'enseignement qui sont très drôles. Que le sens est toujours ouvert, je passe et j'avance. Mon troisième point, donc, art, culture, citoyenneté, démocratie. Quelques mots là-dessus, je ne vais pas être trop long. En tout cas, cette partie-là répond au souci de trouver des pensées centrales, si vous voulez, de couplage, de fabrication des citoyennes et des citoyens par l'art. Bon, donc je voudrais insister sur ceci, que produire de la citoyenneté, maintenant je vais glisser vers mon autre équation, produire de la citoyenneté ou de la politique, cela ne consiste évidemment pas, et je trouve que c'est très important de comprendre ça au départ, ça ne consiste pas à énoncer une position politique. Voilà. On peut former à la politique sans obliger à prendre telle position politique. Enfin, c'est la moindre des choses, et pas seulement dans l'enseignement. Et pas non plus à illustrer obligatoirement un combat politique, mais certainement en revanche à suspendre la logique qui soumet les fins aux moyens. Voilà. Et là, je suis entièrement dans la question politique. À ce titre, l'art est bien, pourquoi pas, je n'ai rien contre la formule d'Hannah Arendt, une affaire pré-politique, moi je dirais plutôt politique en un sens non partidaire, bon mais peu importe, on peut s'entendre sur les formules. Je vous renvoie aux travaux de Catherine Groux aussi sur le rapport à l'œuvre d'art. Il y a quelque chose donc de proprement politique dans les arts qui ne tient pas à leur capacité à représenter de la politique ou telle politique, au sens où cela tient à la manière dont telle pratique, en revanche, découpe ses activités ou invente de nouvelles activités qui obligent à découper à nouveau les catégories habituelles. Bon, voilà, inventer l'art contemporain, c'est obliger à faire éclater la catégorie d'art, inventer le multimédia, c'est évidemment poser des problèmes, rassurez-vous, au ministère, aux académies, aux machins, mais où on va les classer, et pire encore, à la FNAC et aux libraires, mais mon Dieu, ça ne rentre pas dans la bibliothèque art maintenant, il va falloir que j'étende, enfin voilà, c'est assez réjouissant, si on veut bien être dans le vivant et pas dans le terriblement mort. L'œuvre d'art met en indétermination, en l'occurrence, toutes les formes figées, elle engendre des troubles symboliques, elle produit des écarts, voilà, par exemple,
Bruce Nauman, le fameux corridor, voilà, comment vous classez ça aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs, grosso modo, puisque là, vous êtes en 1969. Imaginez ce que c'était en 1969 de proposer ça à un musée. Mais je le mets où? Je fais comment? Qu'est-ce qui se passe? Etc. En plus, c'est plus un objet qu'on pose sur un socle, ça devient compliqué, bon, etc. C'est la même chose pour Dan Graham, par exemple. Alors, je vous montre la manière dont ça fonctionne, parce que là, vous avez le résultat. Mais en fait, le fonctionnement, c'est que vous ne voyez jamais la personne avec laquelle vous êtes ici photographié. Donc là, il y en a deux, mais aucune ne voit l'autre parce que le dispositif fait que, avec les retards possibles sur les systèmes vidéo, etc., voilà, bon, et donc, ça vous trouble complètement, vous êtes ailleurs et vous êtes enfin obligé de regarder. Parce que le problème de la Joconde, c'est que personne ne la regarde. C'est une habitude. On y va. On ne sait même pas pourquoi, mais parce qu'il faut l'avoir vu, je ne sais pas. Bon, ça vaut évidemment pour les performances, peu importe. L'art contemporain aussi déspécifie les lieux, ça c'est très évident, l'éclatement dans les lieux publics, réagence en même temps matériellement, des signes, des images, des rapports, etc. Mais en même temps, l'art contemporain met en question les applaudissements, ça c'est très clair, justement. L'habitude de voir la Joconde, ben non, c'est pas si simple que ça. En plus, très franchement, juste, je ne vais pas faire le test, mais je ne sais pas combien d'entre vous ont remarqué que dans la Joconde, il y a un problème fondamental, c'est que les deux côtés de l'horizon ne coïncident pas. C'est quand même un problème. Bon, moi je veux bien que ce soit sublime, je ne sais pas où il est. Elle produit en même temps des règles non validées, non validées en l'occurrence par leurs effets, ou une expérience, si vous voulez, de dérèglement des sens, comme dit Rimbaud, assez subtilement, mais cette fois plutôt pour la poésie. Elle produit des œuvres qui, contrairement aux images de la publicité, n'anticipent pas leurs effets. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du sens. Alors, à ce propos d'une fabrication potentielle des citoyennes et des citoyens par l'art, deux références qui me semblent incontournables et que je vais essayer d'abréger. La première référence, c'est un apologue que nous devons à Rousseau, le fameux apologue sur les montagnons, je vais vous le préciser. Et la deuxième référence, c'est Schiller, en l'occurrence, le premier à poser le problème de ce rapport à la politique, disons, avec ampleur. Bon. Pour ce qui est de Rousseau, vous avez les renseignements que je ne vais pas reprendre ici. Voilà, l'idée est la suivante. Pour aller vite, on veut mettre à Genève un théâtre qui est un théâtre de type classique qui viendrait de Paris, qui apporterait à Genève donc toutes les structures qu'on connaît à Paris, plus le rapport aux élites, plus le etc. Rousseau dit non, c'est pas possible, on arrête. Et il montre qu'il existerait, alors vous ne laissez pas prendre au piège, c'est fiction, c'est un jeu de Rousseau, il existerait un peuple qui s'appelle les Montagnons. Alors Montagnons, ça signifie un peuple qui existe dans les montagnes de Neuchâtel, en l'occurrence. Un peuple, donc les Montagnons, qui procède tout autrement. Lui, il ne veut pas d'art, mais il est extraordinairement cultivé et extrêmement artiste. Alors, c'est paradoxal, vous dites, bon, je continue ma lecture quand même. Voilà, et la démonstration est la suivante. Je passe sur le côté économique, c'est des agriculteurs, c'est des artisans, c'est des etc., etc. Mais ils ne veulent pas d'art parce qu'ils ont compris, dit Rousseau, que le seul art, c'est le peuple lui-même rassemblé en train de faire la loi. Voilà, ce qui s'appelle la démocratie en tant que telle. Ce qui signifie qu'il fait de la démocratie le seul art véritable de l'humanité. Voilà. Donc c'est un bon exemple parce que ça décale un tout petit peu. Voilà. Je vous conseille fortement de lire cet épisode des Montagnons, c'est 10 pages dans la lettre à d'Alembert de 1758 et c'est un puits sans fond de commentaires possibles autour de art et citoyenneté. Le deuxième exemple, c'est Schiller en l'occurrence, donc les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme en 1792. Le point de départ, alors je vais... Ah oui, je peux... Vous m'entendez quand même si je parle? Est-ce que je peux? Merci, merci. Le développement de Schiller consiste à partir de l'idée
que quel que soit le référent, un individu, le public, le peuple ou l'humanité, tout le monde est séparé, tout le monde est divisé par rapport à soi-même, tout le monde est toujours en guerre avec soi. Ce sont les mots littéraux de Schiller. Le problème, c'est donc, comme philosophe, de chercher comment on peut réconcilier l'individu avec soi-même, le public avec soi-même, les peuples entre eux et l'humanité avec elle-même. Schiller propose qu'on place l'œuvre d'art en posture de développer la pulsion de jeu, c'est-à-dire l'assouplissement de toutes les oppositions, de telle sorte qu'ensuite les personnes, les individus, le public, le peuple, l'humanité se réconcilient par l'éducation et puissent accéder au domaine politique, à la morale et à la politique. Autrement dit, il ne fait pas de la politique une déduction de l'art, mais il montre comment l'apprentissage d'un certain nombre de rapports entre les personnes à l'intérieur du domaine de l'art peut se convertir en une postulation démocratique, donc politique. Merci. Voilà, donc à partir de là, je redéveloppe. Pour ces cas, voilà les raisonnements qu'on peut tenir. On peut dire que le couplage art, culture et citoyenneté ou démocratie, vous prenez vos 4 termes, paraît évident, mais il ne l'est pas. Il paraît évident, sous le double couvert de l'idée que la démocratie requiert des citoyennes et des citoyens cultivés, c'est la Troisième République, et de l'idée de la culture pour tous, en l'occurrence, vous englobez dans cette affaire les développements plus récents de la démocratie culturelle, ou de la démocratisation culturelle et de la démocratie culturelle, bien évidemment, qui sont impliquées, sur lesquelles je vais revenir ensuite. Il y a donc bien des raisons, voilà, mais c'est à vous de les estimer, des raisons pour lesquelles une telle association a été possible et a été rendue effective, mais c'est l'héritage d'une certaine conception de la Révolution française et d'un développement qui tient grosso modo à la philosophie des Lumières dans le cercle démocratie, citoyen, culture garantie par l'État. Là, vous reconnaissez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert que je vous récite, mais sous un autre mode. Mais il y a un mais, troisième point donc, mais il y a aussi place pour un doute. Quelle démocratie est en jeu? Parce qu'il ne suffit pas de dire ça débouche sur la démocratie pour que le problème soit soldé, pas du tout. La preuve en est l'usage qu'on fait aujourd'hui du mot démocratie dans l'ensemble du monde. Quelle culture aussi? La question évidemment se pose. Une culture, plusieurs cultures, des cultures, etc. Enfin bon, vous connaissez tous ces débats. La référence à la culture est une phrase éminemment suspecte et en l'occurrence... bon, peut-être que je vous dirai ce que je pense de la culture après, mais ce n'est pas urgent. Finalement, il ne va pas de soi qu'on soit obligé d'associer les deux termes. Voilà, donc c'est très bien d'avoir posé ce problème, mais en même temps, il ne faut surtout pas le traiter comme une association évidente, en tout cas pas mécanique, d'autant qu'on ne peut pas oublier la médiation dans cette affaire des industries culturelles, la médiation d'ailleurs des médiateurs culturels aussi, etc. Tout un ensemble de structures sur lesquelles je vais venir maintenant. En même temps, bien sûr, il y a plusieurs types d'inscriptions, etc. Bon, je passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien ne peut être pensé de façon mécanique. Ce n'est pas parce que vous avez de l'art qu'il produit de la politique, ce n'est pas parce que vous avez de la politique que pour autant vous débouchez nécessairement sur l'art. Ça, c'est absurde. Il faut travailler ce rapport, il faut faire fructifier, il faut le prendre en main, le dynamiser, etc. Quand je dis ce n'est pas un rapport mécanique, c'est simplement pour aller très très vite, ce que j'appelle mécanique, ce qu'on appelle en philosophie mécanique, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un mouvement qui relie une cause à son effet, mais de façon directe. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est bon, et encore avec des nuances sur un billard, d'accord, c'est parce que la cause déplace la bille qu'elle va toucher une autre bille, cause-effet, je veux bien. C'est un système mécanique, c'est les systèmes desquels s'est inspiré Galilée pour repenser la question de l'univers en rompant avec le cosmos médiéval, mais en même temps, ça n'est pas tenable dans les conditions qui sont les nôtres, car nous parlons, nous, d'êtres humains. Et en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des billes et nous ne jouons pas en rapport de cause et d'effet, nous ne sommes pas dans des systèmes mécaniques. Je vous ai mis la définition de mécanique là sous vos yeux. Il n'y a donc rien de naturel, rien d'immédiat, rien d'évident dans un supposé lien entre une œuvre d'art et un changement induit par un spectateur, d'accord? Même quand vous êtes, par exemple, ça c'est la version religieuse, mais peu importe, devant une œuvre de Turel, de James Turrell, ou devant un Tadao Ando, pourquoi pas au Japon, où on vous dit en plus, regardez Dieu, etc. Mais attendez, moi pas du tout. Hein.
Moi, j'ai d'autres problèmes que de voir Dieu là-dedans. Bon, mais ça vaut pour la politique. Ça vaut pour la politique. Voir immédiatement la politique dans cette affaire, même d'ailleurs quand vous êtes dans de la peinture figurative, politique strictement parlant, les grands Bonaparte, les grands... il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose parce qu'il s'agit de peinture. Et quand on est dans la peinture, on est dans autre chose. Bon, voilà, je vous ai montré l'essentiel. Je vais passer, voilà, pour des raisons de temps aussi, à ma dernière partie, c'est-à-dire maintenant je renverse l'ensemble et j'en viens à la citoyenneté comme milieu. C'est bon ? Bon, excusez-moi, c'est un petit aparté quand même. La citoyenneté comme milieu de l'efficace de l'art. Donc ça répond maintenant au renversement prévu. Je vais quand même abréger, mais je vais quand même donner les éléments centraux parce que là, vous êtes peut-être plus directement liés aux problèmes et aux débats puisque nous sommes ici tous citoyennes et citoyens et que par conséquent, nous avons des possibilités entre nos mains dont on se sert ou dont on ne se sert pas. Alors, sur le fond cité tout à l'heure, évidemment, des angoisses du moment, j'y reviens. L'ironie de Orlan sur tous les discours sur l'identité, l'ironie de Julien Prévieux sur notre rapport à l'histoire, l'ironie par rapport à l'idée d'harmonie telle qu'on la voit chez nos académiciens, l'ironie par rapport aux différents slogans. Donc l'art adoucirait les murs, les mœurs, etc. Angoisse finalement devant tout ce que tout le monde appelle la transmission, qui est vécue de façon dramatique et antiphilosophique comme une sorte de geste par lequel tout d'un coup vous parleriez et par conséquent ça ferait des effets. Vous avez qu'à interroger votre psychanalyste pour voir que ça ne marche pas du tout comme ça. Et donc je ne sais pas pourquoi on traite toujours la transmission sous le mode mécanique d'un rapport de cause à effet. Ça saute tout le temps. Et en plus, je vais vous le dire, mais je n'avais pas prévu de le dire, je vais prendre une demi-minute pour ça. Je vous conseille d'aller voir l'enterrement du comte d'Orgaz de... ça tout m'échappe, excusez-moi, je fatigue. Du Gréco, je suis désolé, je commence à fatiguer. Donc, l'enterrement du comte d'Orgaz, il est signé d'une certaine date, mais en réalité, quand vous examinez bien la fin, la chose, il a antidaté son tableau. Donc tous les historiens vous disent ça date de temps, etc. C'est faux, parce qu'il a antidaté, parce qu'il voulait que ça corresponde avec la naissance de son fils adultérin, qui, au moment où il a peint le tableau, avait le même âge que Saint-Augustin lorsqu'il a fait l'ascension du mont... excusez-moi, en Provence. Bon, j'ai oublié. C'est pas grave, je n'avais pas prévu de le dire, je n'ai pas révisé. Voilà. Et par conséquent, il ment. Alors, qu'est-ce que vous transmettez? Des mensonges? Mais c'est horrible. Enfin, il y a un moment où il faut s'interroger. Bon, donc voilà, les automatismes, les ça va comme ça, les je vous dis ça, tout en 2 minutes, je n'ai pas vérifié, etc. Ça demande un travail fou pour l'enterrement du comte d'Orgaz. J'ai mis des jours et des jours à avancer dans cette affaire-là. Et quand on n'est pas en plus pris aujourd'hui dans cette chose assez bizarre qui est puisée, mais faites attention, c'est puisé chez lui, mais ça n'est pas de lui, puisé chez Walter Benjamin, en l'occurrence dans Expérience et pauvreté, le texte de 1933, c'est-à-dire dont on fait une lecture un peu réactionnaire sur le mode ils ont perdu toute expérience aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire, etc. Alors ça déclenche l'avalanche des choses absolument abominables, mais qu'on entend partout. Ils ne savent plus rien. Je ne sais pas où on pêche ça. Ils sont incapables d'eux. Je ne comprends pas. Je ne comprends même pas le sens de la phrase. Ils n'ont plus d'attention. Alors, il y en a même qui font des livres entiers sur ils n'ont plus d'attention. Je ne comprends même pas. Mais c'est qui ils? C'est qui ils? Voilà. Là, on est en plein dans la citoyenneté. C'est qui ce ils par rapport à moi, par rapport à nous, par rapport à... Qu'est-ce que c'est que cette extériorité? C'est une extériorité qu'on a inventée pour mieux développer nos propres affaires ou c'est une extériorité réelle? Mais alors, quelles sont les enquêtes qui montrent que? Et vous apercevez qu'ils savent des choses, vous apercevrez qu'ils sont capables de faire des choses, vous apercevez, bon, etc. etc. Enfin, bref, voilà. Alors, je passe là-dessus, mais c'est sur cette base-là que je voudrais faire des remarques qui me serviront, en l'occurrence, de conclusion. À part l'art de propagande que je mets de côté, mais si vous réfléchissez un peu, l'art de propagande, ce n'est pas art qui fait propagande. C'est la manière dont on traite l'art qui fait propagande. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on dit. Donc j'élimine cette manière de faire et je voudrais insister donc sur ce que déclenche l'œuvre d'art, c'est-à-dire la parole. Voilà. C'est-à-dire vous sortez du cinéma,
Vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de vous adresser à votre voisin, c'était bien, c'était pas bien, c'était nul, vous faites ce que vous voulez, il y a de la parole. Vous sortez, vous êtes devant une œuvre, vous discutez avec quelqu'un et c'est très bien, tout d'un coup se déclenche cette idée, ah mais j'ai mal vu, il faut que j'y retourne. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, ce moment de la parole qui est induit à partir de l'œuvre, ce moment où la parole se fait finalement formation, à la limite Bildung, pour ceux qui connaissent l'allemand, c'est la notion la plus adéquate, qui déploie donc une parole dans une langue, dans une culture que partagent des citoyennes et des citoyennes, ou non, au demeurant, mais du coup ça renforce les discussions, bien évidemment. Vérification, 2 étages en dessous. C'est donc bien le moment du renversement que je vous annonçais et je vais juste citer les points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est la question de savoir comment devenir spectateur. Alors, ça c'est décisif puisqu'on a la fâcheuse habitude de traiter spectateur en relation au verbe être spectateur, ce qui est absurde. On le devient. On le devient. Alors, en l'occurrence, pour revenir sur mon domaine, moi j'ai fouillé tout le XVIIe et tout le XVIIIe pour analyser dans les textes philosophiques la manière dont les philosophes se sont construits comme spectateurs des œuvres de l'époque et donc des artistes de l'époque. Et je m'aperçois que le discours constamment, c'est difficile, on n'y comprend rien, ça bouleverse tout, on est obligé d'y retourner. Ben oui, mais oui. C'est bien ça le rapport à l'œuvre d'art. C'est qu'il faut recommencer, on ne s'arrête pas, on y retourne, on voit mieux. Mon voisin m'a dit que, est-ce que tu as vu, alors je vous conseille, Botticelli, vous comptez les fraises des bois qu'il y a en bas. Moi, je les ai comptées, ma voisine les avait comptées, on n'avait pas le nom, on est retourné. On a peut-être mieux vu, enfin, c'est pas seulement des fraises. Bon, bref, il n'y a pas de spectateur en soi, mais on devient spectateur, et ce devenir spectateur, il n'est possible que relativement à des œuvres, confronté à des œuvres, et confronté à des œuvres pour lesquelles on n'impose pas un sens, mais dans lesquelles, justement, le rapport entre les personnes qui regardent cette œuvre fait qu'on regarde l'œuvre un peu mieux, un peu plus attentivement, un peu plus joyeusement, et qu'on est peut-être capable aussi de la penser dans sa propre entre guillemets, culture, dans sa propre vie, dans sa propre existence, dans son rapport avec les uns et les autres. Il y faut donc à la fois du loisir, de l'effort, etc. C'est ce que j'entendais par effort tout à l'heure. Voilà, cet effort-là, il faut le mesurer, il faut le proposer, il faut être capable de le proposer et cesser finalement d'imposer le sens simplement parce que nous on sait que, et donc on va vous le dire, en général d'ailleurs le on sait que c'est des considérations assez vulgaires de manière historique, vous voyez telle œuvre, c'est telle date, etc. Ce qui fait strictement rien à l'œuvre, strictement rien. Bon, un sens de l'effort aussi, voilà, parfois on est fatigué. Bon. C'est ce pourquoi, je ne sais pas si vous êtes attentifs aux différents musées, mais ils ont inventé progressivement la construction de nouveaux mobiliers en fonction des nouveaux types d'art. Ça, c'est très intéressant. Je ne les ai pas mis parce que ça aurait été trop long, mais on a... Ben si, je l'ai mis, excusez-moi. Voilà, par exemple, l'invention par Kistler d'un nouveau mobilier qui était adéquat aux œuvres de 1947. À la limite, il faut refaire à chaque fois. Bon, alors Diderot, lui, manquait de bancs. Il le dit, il en a marre, je ne veux plus, je veux m'arrêter, je veux m'asseoir. Là, maintenant, on vous fait des bancs, mais c'est bien parce que ça permet de développer, déployer l'effort. Deuxième aspect, quel accueil réservé à l'œuvre, qui est une question qu'on se pose assez souvent. On est dans le problème de la construction sociale et politique d'un espace public esthétique, en l'occurrence, mais je voudrais juste faire une remarque, c'est qu'en général, quand on pense à l'accueil à l'œuvre, on pense tout de suite médiation, médiateur, etc. Et moi, je voudrais juste vous montrer, parce que je ne vais pas avoir le temps, mais vous montrer que l'accueil à l'œuvre doit être décomposé en accueil à l'œuvre et en accueil de l'œuvre. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, finalement, on manque complètement l'œuvre. Alors, oui, c'était pour la médiation, c'était sans phrase tant pis. Donc, quand vous pensez à l'accueil de l'œuvre, vous pensez effectivement médiateur culturel, etc. Mais ça, elle ironise sur les médiateurs culturels. Hein. Ce n'est pas du tout une médiatrice, etc. J'ai plein de photos de médiateurs auxquels j'ai demandé l'autorisation de les prendre en photo et de les diffuser, mais en l'occurrence, ça c'est ironisé. Mais on oublie très souvent que l'accueil est déjà dans l'œuvre et que c'est beaucoup plus important et que si on était malin, au lieu de prendre un public soi-disant
inattentif, machin, etc., pour le conduire à l'œuvre, pour faire que tout d'un coup il rentre dans l'œuvre, etc., eh ben, il faudrait tenir compte du fait que l'œuvre elle-même contient son propre appel au spectateur. Voilà, ça s'appelle le développement de l'accueil de l'œuvre, Bill Viola. C'est une vidéo, donc évidemment ça devrait se dérouler, peu importe. L'œuvre, en l'occurrence, se fait accueillante d'elle-même, et c'est l'accueil qui est traité dans l'œuvre. Et l'œuvre est à elle-même son propre accueil par métaphore. Si vous pensez à Caspar David Friedrich et à tous ces personnages qui sont censés regarder des paysages, et ce n'est pas du tout des paysages qu'ils regardent, ils vous apprennent comment vous tenir devant une œuvre d'art. C'est tout à fait différent, car en fait, si vous regardez bien le tableau, en termes de situation, vous occupez la même situation que le personnage dans le tableau. C'est-à-dire qu'il est en train de vous apprendre comment on regarde une œuvre d'art. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de paysage. Bon, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je ne suis pas obligé de comprendre. Ici aussi, le traitement du public dans l'œuvre. Au demeurant, un traitement extrêmement politique. Bien sûr, c'est évidemment le populaire, le poulailler, etc., etc. Vous en avez un autre, voilà, ça, vous le trouvez au Louvre, ce tableau. C'est aussi le problème, voilà, du public qui est dans l'œuvre. Donc, d'une certaine façon, comme je vous disais tout à l'heure, on peut se servir des œuvres d'art public pour traiter le problème, on peut se servir des œuvres elles-mêmes pour montrer comment se pose le problème, ne serait-ce que du point de vue des artistes. Voilà, où vous avez évidemment des œuvres qui sont à elles-mêmes l'accueil. Il n'y a rien d'autre, c'est tout. L'œuvre, c'est accueillir. Et c'est voilà. Bon. Troisième aspect de cette question et des positions que nous avons à prendre comme citoyennes et citoyens, comment organiser aussi le feuilletage du temps et le feuilletage des temps dans le rapport à l'œuvre. Alors, je vais passer, je voulais citer Nietzsche et autres, mais je passe. En l'occurrence, voilà, parce que finalement, ce dont on ne tient jamais compte, c'est du trajet qui conduit vers l'œuvre. Ne vous occupez pas, c'est une pochette de disque, d'accord, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le tableau qui est censé être figuré ici. C'est le moment où on s'habille pour aller au théâtre, à l'opéra. Autrement dit, l'œuvre, elle a commencé avant l'œuvre. Voilà, et il y a tout ce problème du trajet, de l'aller vers, de l'ouverture sur, parce que c'est aussi le moment où on peut se dire, tiens, qu'est-ce que je vais voir, etc. Vous fabriquez aussi votre propre rumeur, vous fabriquez, etc. Bon, tout ça, je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut tenir compte aussi du temps de lecture de l'œuvre. Alors, je peux? C'est bon? Merci. Pour aller très très vite, parce qu'il faudrait en faire l'analyse complète, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est un tableau qui vous apprend à lire un tableau. Ici, vous avez en bas, vous voyez mal, hein, je suis désolé, bon, vous avez en bas un personnage qui vient d'être mordu par un serpent. Ce personnage mordu par un serpent, il est vu par ce personnage-là en bleu, mais le personnage en bleu, lui, est vu par la dame, mais la dame ne voit pas le personnage qui a été blessé par le serpent. Par conséquent, elle se fie au personnage en bleu qui, lui, a déduit quelque chose de la situation d'avant, etc. Et vous remontez ensuite, alors vous ne le voyez pas, il y a un autre groupe là-bas qui, lui, voit la femme, mais ne voit pas le personnage en bleu. Vous pouvez le faire en 3D, ça marche très très bien, etc. Puis vous avez les pêcheurs là-bas qui s'affolent parce qu'ils ont vu ces personnages-là s'affoler, qui eux-mêmes ont vu l'affolement, qui renvoie à la personne, etc. Il faut un temps fou pour voir ça. Il faut un temps fou. Et c'est pas parce qu'on vous dit, c'est le titre de l'œuvre, en tout cas historique, la morsure du serpent, que vous avez vu quoi que ce soit, il faut un temps fou pour ça. Voilà ce que je voulais dire simplement, le temps de la lecture de l'œuvre. Le temps aussi, par exemple, en art contemporain, le temps de rester. Marina Abramovic vous offre un temps avec elle, en face d'elle. Voilà, c'est vous qui décidez de venir, de partir, de ne pas partir, de rester, etc. C'est le problème du temps qui me paraît fondamental. C'est aussi le problème du temps de la déambulation. Bon, ça c'est bien connu, l'œuvre de Yann Libetz, Le Méridien de Paris. Vous avez une pastille de ce type tous les 300 mètres dans Paris qui vous mène à l'Observatoire de Paris et au parc Montsouris. Voilà. Donc il faut y aller. Voilà, il faut prendre son sandwich, sa bouteille d'eau et puis faire le parcours où vous avez le même genre de choses, version sophicale.
Bon, enfin, pour aboutir à la fin de mon affaire, il faudrait tenir compte aussi du devenir spectateur. En l'occurrence, tous ces points que je relève sont des points sur lesquels nous pouvons agir. C'est plus art et citoyenneté, c'est citoyenneté et art. Maintenant, je peux prendre la main sur tous ces points-là. Et je peux donc, d'une certaine façon, m'intéresser aux œuvres d'art sous un autre mode. Alors, comment devenir spectateur, en l'occurrence? Donc, voilà ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, à savoir le Caspar David Friedrich, qui est une extraordinaire métaphore de ce que c'est qu'un spectateur. Il vous apprend, alors vous n'avez pas la taille, évidemment, vous n'avez rien pour jouer correctement avec cette affaire, mais c'est exactement la position que vous occupez vis-à-vis du tableau. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'éducation, c'est que c'est l'œuvre d'art qui est à elle-même l'éducation qu'elle réclame. Voilà. Et ça m'intéresse. Et ça devient absolument passionnant. Ce qui veut dire aussi que dans un musée, vous êtes obligé de changer de corps quasiment chaque fois que vous changez de tableau. Et ça, il faudrait peut-être en tenir compte. Et dans La fatigue de Diderot, il y a aussi cette affaire-là. C'est je passe d'un peintre à un autre, et ça, c'est terriblement fatigant, dit-il, dans le salon de 1765. Parce qu'à chaque fois, il faut que je refasse ma tête. Je ne peux pas appliquer les catégories que j'ai appliquées à l'un à un autre qui peindrait autrement, etc. etc. Bon. Évidemment, on est aidé par ce qu'on appelle en termes de peinture classique, par ce qu'on appelle l'admoniteur. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais le personnage, vous avez un personnage qui vous regarde, donc qui vous appelle. Et il y en a comme ça des milliers des admoniteurs dans les tableaux. Vous pouvez toujours commencer une visite par ce genre de choses. L'admoniteur, tiens, il m'appelle, il me vise, etc. Bon, vous savez que la publicité a repris ça très très largement. Vous avez des grandes œuvres qui concernent directement le spectateur. Donc on pourrait aussi partir, construire une éducation esthétique à partir des œuvres qui s'intéressent au spectateur directement. Voilà, Barbara Kruger par exemple. Ou bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, bon, s'intéresser au sort des médiateurs. Et dernier point, quel statut finalement conféré aux institutions, parmi lesquelles l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, parmi lesquelles aussi les politiques culturelles. Alors, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf à avoir des doutes sur l'affaire, mais je ne voudrais pas insister lourdement à l'ouverture de cette affaire. Mais enfin bon, l'éducation artistique et culturelle telle que moi j'ai pu la voir en scène par un certain nombre de personnes, elle est terriblement normative, formatée, imposée, etc. Et que tout mon problème de philosophe, c'est justement de refuser le surplomb, ce qui est ce qui est le cas le plus fréquent, la norme, la transmission, etc. Et je rappelle les présupposés du surplomb, c'est ceux que j'énumérais tout à l'heure. Ils ne savent pas, ils sont, etc. Donc on va les dominer. Or, je crois qu'il faudrait, et j'arrête là, il faudrait apprendre à saisir le public futur, parce qu'en l'occurrence, le public est toujours futur. Il n'y a pas de public. Le public, c'est toujours un futur. Donc il faudrait apprendre à saisir le public futur dans ses œuvres, à lui, pour partir de ses œuvres, pour aller à d'autres œuvres, dans ses résistances, dans ses subversions en l'occurrence, mais jamais en surplomb. Saisir finalement des formes, des élans, des images, des manières d'être dans la vie, ce qui circule entre les citoyennes et les citoyennes et qui font qu'on doit à cela, par exemple, les photos de Walker Evans aux États-Unis lors de la crise, dans laquelle il a beau photographier, parce que quand même, il faut se réveiller, il a beau photographier des lieux pauvres, excusez-moi, vous mettez des guillemets à tout ça, des cabanes déglinguées, machin, il y a toujours une œuvre d'art quelque part. Toujours. Vous regarderez, et il ne l'a pas imposé, mais il y a un vieux truc, un vieux calendrier avec une photo de, etc. Comme nous avions à une certaine époque, où, sous la 4e République, les calendriers des postes, il y avait une œuvre. Donc tout le monde a une œuvre dans la tête, quelle qu'elle soit. Alors, il faut partir de là et pas d'ailleurs. Partir donc du présupposé selon lequel chacun peut se rendre compte de quelque chose, en art et en culture, relativement à lui-même, par différence avec l'existence menée, et qui mérite finalement d'être mis en confrontation avec les autres. Comprendre donc que la culture, la formation, dans la culture et la formation, il y a toujours quelque chose. Le problème est plutôt que
plus la formation est restreinte, moins on dispose des moyens d'en faire la critique et de la rectifier. Donc plus on arrive à développer quelque chose à partir de ce que chacun peut déployer soi-même, plus effectivement se passe quelque chose qui serait l'idée qu'on peut en apprendre plus, l'idée qu'on peut développer un certain nombre de choses, l'idée que le développement culturel est absolument central. Je crois que j'ai essayé de brosser un certain nombre de choses. Je crois que ça ne sert à rien de conclure. Vous avez 2 jours et demi pour essayer de vous entraîner, conclure autour de cette affaire. En tout cas, l'idée générale, c'est qu'il faut éviter d'être mécanique, il faut éviter de croire qu'on a la solution avant d'avoir posé des problèmes et que finalement, pour le dire philosophiquement, plus un problème est compliqué, plus effectivement c'est un vrai problème. Plus il est simplifié, moins c'est un problème. Merci. Petit instant publicitaire, j'ai apporté quelques exemplaires parce que c'est la fin, c'est la dernière caisse, l'édition est complètement vendue, donc si vous en voulez, j'en ai quelques-uns.